je vais vous présenter les 3 personnes qui vont intervenir durant cette session. Donc nous avons Annie Labbé, qui est présidente et fondatrice d'Argos 2001 et qui va nous parler de sa vie avec la maladie. Nous aurons ensuite Patricia Giquel, qui va nous présenter la vie d'un proche de patient, et qui va aussi nous raconter ce que ça veut dire au quotidien. Et ensuite, le professeur Dubertret, Caroline Dubertret, qui est professeure, qui est psychiatre à l'hôpital Louis Mourier de Colombes et qui est responsable de 2 centres experts fondamentaux, un centre expert bipolaire et un centre expert schizophrénie. Alors, je vais vous proposer de démarrer rapidement avec Annie qui va nous raconter le retard au diagnostic, comment on le vit. Bonjour à tous et toutes. Voilà, retard au diagnostic, eh bien, je l'ai vécu. J'ai tout d'abord eu une adolescence un peu perturbée par des troubles, surtout mélancoliques, et début du jeune adulte. Et à 18 ans, un diagnostic qui a été fait de troubles mélancoliques profonds. De cet âge de 18 ans jusqu'à 20 ans plus tard, j'ai vécu avec un traitement qui n'était pas adapté, qui était un traitement d'antidépresseurs principalement, et qui ne soignait en rien le trouble bipolaire. Et en fait, 20 ans plus tard, j'ai eu un diagnostic lors d'un cursus universitaire. J'ai entendu une conférence. Je me suis reconnue dans le trouble bipolaire. Et ce diagnostic a été posé à ce moment-là. Et là encore, j'ai eu le diagnostic. On m'a donné un traitement, bien entendu. Et j'ai encore traîné 3 ans avec un traitement qui était un traitement de première intention, qui finalement n'était pas adapté, encore un coup, à mon trouble bipolaire, parce qu'il y a plusieurs sortes et formes de bipolarité. Et voilà, mon trouble bipolaire est un trouble d'état mixte, c'est-à-dire que je pouvais, tant que je n'avais pas ce diagnostic, je passais d'une humeur de dépression à une humeur d'hypomanie plusieurs fois dans la même journée. Alors vous pouvez imaginer ce que ça peut être dérangeant pour la personne qui le vit et pour ses proches, parce que les proches sont bien évidemment dans une certaine souffrance, puisqu'ils ne s'expliquent pas les caprices de la personne, parce qu'on appelle ça les caprices dans ce cas-là, de la personne qui les accompagne. Et je voulais préciser que pour ce trouble d'état mixte, la raison pour laquelle on n'arrive pas à le diagnostiquer, principalement, c'est parce que nous allons facilement voir le médecin généraliste dans les moments où nous avons vraiment la dépression profonde, le moment où vraiment on se sent très très mal et où on n'a qu'une envie, c'est d'avoir un traitement genre aspirine qu'on avale et qui puisse nous permettre de ne plus avoir cette souffrance morale si intense. Par contre, si on interrogeait les proches pourraient dire « Ah, elle ne vous a pas tout dit », parce que dans les jours qui ont suivi ou le soir d'avant, les projets, il y en a de multiples. Et puis en même temps, il y a une très grande gaieté et une hypomanie avec des idées multiples que les proches peuvent voir, mais que moi, je ne disais absolument pas au médecin que je voyais, qui était un médecin psychiatre pourtant, et après un médecin généraliste. D'où une très grande vigilance sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs troubles bipolaires, plusieurs formes de bipolarité et un diagnostic qui puisse être erroné. Voilà. Alors, merci. On parlait du rôle des proches. Et Patricia va nous raconter son histoire. Je trouve que c'est intéressant de comprendre la genèse de cette histoire avec les troubles bipolaires. Donc, Patricia, je vais vous laisser parler et raconter comment vous vous êtes aperçu que votre conjoint était atteint de troubles bipolaires. Oui, bonjour tout le monde. Pour moi, ça a été très compliqué parce que mon mari était reporter de guerre. Il allait sur les terrains de conflit. Et quand il était sur place, il était vraiment très, très, très exalté. Du coup, il était très exalté. Du coup, on s'est aperçu de rien parce que ça lui plaisait. Il était content. Voilà. Quand il revenait, il était un peu en déprime parce que c'est vrai que c'était pas très facile pour lui de revenir. En fait, voilà, il était alors après, une fois qu'on l'a diagnostiqué, mais bien après, quand son travail a été de moins en moins important parce qu'il était de plus en plus en dépression.
Donc du coup, moi, j'étais complètement perdue parce qu'il était de plus en plus odieux, il était très violent au niveau de la parole et pas du tout violent physiquement, hein, mais il était vraiment très énervé, il supportait plus rien. Moi, j'étais complètement dépassée, je comprenais absolument pas ce qu'il avait. On a eu la chance d'avoir un médecin généraliste qui m'a dit « Votre mari est plus malade que vous ne le pensez ». Et il m'a un peu orientée sur les troubles bipolaires. Donc je me suis renseignée, j'ai vu exactement ce que ça pouvait être. Un jour, mon mari a fait un virage maniaque franc. Donc à ce moment-là, il a été diagnostiqué bipolaire, mais vraiment par un psychiatre. Mais lui ne l'acceptait pas. Moi, j'étais rassurée. Moi, je me suis dit, ouf, il est enfin sorti d'affaire. On sait ce qu'il a. Il va être soigné pour ce qu'il a et pas pour une dépression chronique, comme on me l'avait dit avant. Et là-dessus, c'est vrai que moi, j'étais ravie. Je me suis dit, ouf. Et donc, lui, il n'a pas dit du tout ouf. Il n'a pas du tout supporté. Il a été dans le déni assez longtemps. Il me disait tout le temps, bah non, je ne suis pas bipolaire. Donc moi, étant à Argos, parce que dès qu'il y a eu un diagnostic posé, je me suis investie dans Argos 2001, qui m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré des patients, ce qui m'a permis de comprendre un peu plus la maladie. Et ce que je disais toujours, c'était qu'en fait, j'avais l'impression d'apprendre une langue étrangère, parce que je ne comprenais plus mon mari et il parlait une autre langue que la mienne. Donc voilà, et lui était toujours dans le déni jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, il y a des centres experts, ce serait bien que qu'on me prouve que tu n'es pas bipolaire. Et à ce moment-là, j'accepterai. Parce que, voilà, je lui ai dit, il y est allé, et en sortant, il m'a dit, je suis à demi bipolaire. Donc je me suis dit, chic. Voilà, mon histoire qui était très douloureuse parce que ça touche toute la famille, les enfants. Lui, il était très malheureux, j'étais très malheureuse. Enfin, c'était une vraie souffrance. Voilà. Alors, professeur Dubertret, on voit qu'on a deux expériences qui finalement disent un peu la même chose. C'est que c'est difficile de diagnostiquer des troubles bipolaires, c'est difficile d'accepter le diagnostic de la maladie, tant pour le patient que pour les proches. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, de votre expérience de psychiatre, comment on vit cela avec les patients que vous rencontrez ? Donc, ce qu'on peut observer déjà, c'est un trouble fréquent et sévère avec des conséquences majeures, un handicap social, aussi bien familial que professionnel. Et effectivement, le problème est un diagnostic tardif, un traitement qui n'est pas bien adapté ou qui n'existe pas. Et on va voir un peu pourquoi. Effectivement, les formes du trouble bipolaire sont multiples et c'est aussi pour ça que les patients ou les proches ne pensent pas forcément à inciter à consulter parce que ce n'est pas forcément des formes très typiques et les plus connues. Alors, ce retard diagnostique, il est lié à plusieurs problèmes. Et il faut déjà dire que dans le temps, il y a à peu près 10 ans, et ça dans des grandes études qui ont lieu en 90, en 2000, en 2010, ça reste 10 ans avant qu'on puisse poser le diagnostic et mettre en place un traitement thymorégulateur adapté. Alors, pourquoi ce retard diagnostique ? C'est lié à plusieurs choses. C'est lié déjà à des erreurs diagnostiques et une errance diagnostique, parce qu'effectivement, on va beaucoup plus facilement consulter pour des problèmes de dépression que pour des problèmes de légère exaltation. Alors évidemment, s'il y a un épisode maniaque franc, on est hospitalisé et c'est plus facile de faire le diagnostic. Quoiqu'on verra que c'est compliqué chez le sujet jeune où les tableaux sont assez atypiques. Donc ces dépressions où le patient vient consulter un psychiatre ou son médecin généraliste, on pose souvent et poser le diagnostic de dépression récurrente. Un autre diagnostic, une autre erreur, c'est les troubles anxieux, qui sont souvent comorbides et qui gênent le patient et qui sont peut-être plus faciles à exposer au médecin. Donc ça, il y a des cas comme ça. Moi, je suis un universitaire qui était effectivement suivi pour plutôt des épisodes dépressifs d'intensité modérée et un trouble anxieux généralisé. Et effectivement, lors de grands projets
dans son laboratoire pouvait avoir des phases d'hypomanie, mais qui étaient tout à fait rentables et permettaient de mener à bien ses projets, jusqu'au moment où il a eu plus qu'un épisode hypomaniaque et une mélancolie après qui l'a amené à une première hospitalisation, mais plutôt 25 ans après le début des troubles. Donc là est posé le diagnostic de trouble bipolaire avec mise en place d'un traitement et du coup, effectivement, la vie est beaucoup plus facile pour lui maintenant, mais c'est quand même 25 ans après. Une autre erreur diagnostique peut être aussi les formes atypiques, notamment les débuts précoces de troubles bipolaires où il y a des symptômes délirants qui peuvent être assez marqués. Donc les formes peuvent être bruyantes, il peut y avoir des hospitalisations, mais les tableaux assez atypiques avec des thèmes délirants qui sont fréquents dans le trouble bipolaire, hein, mais qui associent des thèmes qu'on appelle congruents à l'humeur, c'est-à-dire les idées de culpabilité, de ruine, mais aussi incongruents à l'humeur qui n'ont rien à voir avec l'humeur, c'est-à-dire d'être persécuté. Donc là, il y a des diagnostics aussi erronés qui peuvent être posés, comme la schizophrénie. Chez l'adolescent aussi, le problème est qu'il y a une association fréquente avec le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et qui amène aussi à des prises de toxiques beaucoup plus fréquentes. Et le trouble peut être masqué par ces prises de toxiques. Donc là aussi, les erreurs diagnostiques sont fréquentes et ça mène à un retard diagnostique. Les addictions aussi, indépendamment du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Les addictions les prises de cocaïne peuvent effectivement passer comme expliquant ces phases d'excitation et on arrive à des diagnostics très tardifs chez des patients qui perdent leur travail, perdent leurs relations sociales et arrivent aux soins bien tardivement. Après, on a une errance aussi dans la maladie parce qu'il n'y a pas de consultation. Plus d'un tiers des patients souffrant de troubles bipolaires n'ont pas recours aux soins, sont pas dans les soins. Donc ça peut effectivement être lié déjà à la confiance qu'on attribue à la prise d'un médicament. Les hommes sont moins dans les soins aussi que les femmes. Ça peut être aussi lié aux difficultés d'accès aux soins. Ce n'est pas forcément facile d'avoir des consultations. Les soins peuvent être coûteux, en tout cas si on va dans le privé. Il y a beaucoup d'explications qui font aussi qu'on a un retard aux soins parce qu'on ne fait pas attention. Alors, sur cela s'installe effectivement, sur ce retard diagnostique, un handicap social, une perte. Il y a des conséquences avec un absentéisme professionnel, des addictions qui, petit à petit, se mettent en place pour contrôler l'angoisse ou les symptômes dépressifs. En tout cas, c'est des comorbidités qu'on voit très fréquemment. Et au niveau familial, des conséquences importantes. Donc ce retard diagnostique et la non mise en place d'un traitement amènent à des symptômes fréquents, c'est-à-dire que les patients bipolaires sont symptomatiques en moyenne entre 40 et 50% de leur temps, donc c'est quand même ça qui amène un handicap important. Et c'est vrai que ce retard diagnostique est un vrai problème pour cette prise en charge. Maintenant, on va pouvoir poser des questions dans la salle, donc vraiment n'hésitez pas. On a aussi des questions qui vont être posées par Facebook Live. Donc sur cette thématique du retard au diagnostic, est-ce que des gens veulent intervenir entre ce qu'on a vu, le déni, la vie des proches? N'hésitez pas, voilà, on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Alors, il y a une première question posée sur Internet de Julie qui dit bonjour, première fois que je me lance, mon compagnon a été diagnostiqué après un burn-out. Le traitement est toujours en réglage 4 ans après. Combien de temps peut mettre la maladie à se réguler? Effectivement, le traitement, donc une fois qu'on fait le diagnostic, la mise en place du traitement et les types de traitements mis en place dépendent de la forme du trouble bipolaire. Est-ce que c'est une polarité dépressive? Est-ce que c'est une polarité maniaque? Il y a beaucoup de traitements qui sont ajustés. Des fois, le premier traitement fonctionne très bien. Des fois, ce n'est pas du tout le cas. Des fois, il faut associer deux traitements. Et la difficulté aussi pour juger de l'efficacité d'un traitement, c'est qu'il faut le prendre suffisamment de temps. C'est-à-dire on compte en mois, voire en années
avant de décider que le traitement n'est pas efficace. Donc ça, c'est sûr que les ajustements en dehors du traitement de l'épisode actuel, les ajustements du traitement pour éviter les rechutes prennent du temps. Et il faut maintenir et persister dans ce parcours un peu pour choisir un traitement qui est individuel et adapté à chaque patient. Et ça peut prendre du temps, effectivement. Nous avons des questions dans la salle. Oui, professeur, vous parliez de 40 à 50% du temps, c'est-à-dire, je n'ai pas bien saisi. C'est une moyenne. Il y a des patients qui sont très bien équilibrés, qui font un épisode tous les 20 ans. Et il y a d'autres personnes qui, sur une année, ont 6 mois de l'année avec des symptômes dépressifs ou d'excitation ou d'hypomanie. D'accord, très bien, merci. Autre question sur Internet. Excusez-moi, il y a Mine qui demande quelles sont les causes de la bipolarité. Les causes de la bipolarité sont multiples. C'est donc une pathologie à déterminisme complexe, donc qui fait intervenir et des facteurs biologiques génétiques, selon un mécanisme de transmission qui est complexe aussi. C'est plusieurs gènes à effet mineur qu'on ne connaît pas bien, qui aussi colorent probablement le tableau clinique, mais qui n'est pas régi par un mode mendélien de transmission. Ça peut être absolument pas bruyant dans certaines familles, ça peut sauter des générations, c'est très variable. Et cette vulnérabilité génétique ou cette fragilité biologique se manifeste quand on rencontre un environnement, des facteurs d'environnement qui vont, avec l'accumulation de ces facteurs d'environnement, déclencher le trouble. Alors, il y a plusieurs types de facteurs d'environnement. Il y a effectivement tous les facteurs de stress, ou les facteurs de négligence, traumatisme de l'enfance, bien sûr. Il y a aussi des complications obstétricales ou qu'est-ce qui peut se passer dans la grossesse qui peuvent être impliquées. Il y a après d'autres facteurs qui vont, par exemple, la prise de toxiques peut entraîner un âge de début bien plus précoce, voilà, comme le cannabis ou d'autres facteurs comme ça toxiques qui peuvent intervenir aussi. Donc c'est le fait d'être porteur d'une vulnérabilité qui rend plus sensible à un environnement. Après, si on ne rencontre pas cet environnement, on ne développe pas du tout forcément le trouble. Donc c'est vrai qu'au niveau de la prévention, le fait de pouvoir avoir un environnement serein chez des patients qui pourraient être vulnérables est une action, et la mise à distance des toxiques une action possible. Vous parliez de 40 à 50% au niveau du temps passé, sur vécu avec ou sans trouble, mais c'est traité ou non traité? C'est lorsqu'on est traité ou est-ce que lorsqu'on n'est pas traité? C'est de façon globale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui ne prennent pas aussi leur traitement correctement parce qu'ils pensent que ça va beaucoup mieux ou parce que les traitements sont jugés insuffisants. En tout cas, les patients ne sont pas contents du traitement, donc arrêtent le traitement. Donc ça peut aggraver les choses, mais c'est pour l'ensemble des patients. Est-ce qu'il y a une usure aussi? Vous savez, certains traitements à la longue ne sont plus efficaces, baissent en efficacité. Et là, pour tous les traitements de la bipolarité, est-ce qu'il y a ce phénomène-là qui est observé? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que parfois, certains traitements thymorégulateurs qui marchaient bien pendant un temps sont moins efficaces et à ce moment-là, il faut ajuster ce traitement, le changer, associer un deuxième thymoregulateur, voir qu'est-ce qu'on peut aider, associer d'autres types de thérapeutiques aussi, des
politique de psychoéducation, de prise en charge en thérapie cognitivo-comportementale pour retrouver l'estime de soi, gérer le stress, les événements stressants qu'on rencontre, même si on essaye de rendre plus serein la vie autour de soi. Oui. Question sur Internet de Constance et qui rejoint une autre question de Karen. Bonjour, j'ai un proche atteint. Comment faire quand il est dans le déni? Merci. C'est très très compliqué. Il faut user de stratégies. Moi, je sais que par exemple, c'est pas un très joli mot, mais j'ai fait un peu de chantage. Je lui ai dit que je ne vivrais pas avec quelqu'un qui a été diagnostiqué bipolaire et qui ne veut pas se soigner. Donc, c'était un choix. J'ai dit, moi, je comprends ton choix. Je te laisse faire. Si tu veux pas prendre ton traitement, ok. Mais à ce moment-là, on vit plus ensemble. Et du coup, on a la chance d'avoir 2 lieux. Il est parti vivre en Bretagne. Moi, je suis restée à Paris. Et en fait, il se sentait de plus en plus mal. Et petit à petit, il a repris son traitement. Et au bout d'un moment, les traitements ont été difficiles pour lui, dans la mesure où il ne supportait pas certaines molécules. Bon, le fait de passer au centre expert, ça a été une bonne chose dans la mesure où il a pu avoir un traitement adapté à lui. Et aujourd'hui, ça va. Donc voilà, moi j'ai usé de chantage et de stratégie. Je suis passée par des chemins de traverse pour l'emmener aux soins. Mais c'était mon but, qu'il aille aux soins. Annie, peut-être préciser sur justement le déni. Oui, mais moi je rejoins ce qui vient d'être dit. Le déni, lorsqu'on a ce trouble, évidemment, il est difficile d'accepter d'avoir un trouble aussi grave que ça. Et on ne s'aperçoit pas non plus que l'on vit mal, parce que finalement, entre la dépression, l'exaltation, on trouve que c'est plutôt pas trop mal, surtout quand on est en état d'exaltation, on trouve ça même très 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 bien. Donc les proches, ils nous racontent quelque chose, mais nous, on ne se sent pas vraiment concernés. On aurait plutôt tendance à dire, oui, c'est toi qui es malade, c'est pas moi, donc tu me fous la paix avec ça. Et puis moi, je vis ma vie. Or, finalement, je vois bien avec les groupes de parole que nous animons, les conférences également qui sont sur la pathologie, il est très, très, très important qu'il puisse y avoir des campagnes grand public comme nous le faisons maintenant pour informer nos jeunes sur ce que peut être, et puis, je dirais, les adultes dans les établissements scolaires, les facultés et dans les entreprises auprès des médecins du travail, pour qu'ils puissent être attentifs à ce phénomène entre 16 et 25 ans où on peut confondre ce qu'est une crise d'adolescence pour un jeune et moins jeune, jusqu'à 25 ans, on peut encore dire ça, et un trouble qui est un trouble anormal, où l'humeur est un dépassement de limite, parce qu'on en vit tous des humeurs tous les matins, vous vous réveillez, s'il fait beau ou s'il fait pas beau, on fait grise mine, ou au contraire, on a le grand sourire, et tout va bien. Mais là, c'est pas un dépassement de limite. À partir du moment où ça devient quelque chose qui nous empêche de vivre, alors là, il y a alerte. Mais bien évidemment, nous, particulièrement au départ, on ne veut pas entendre parler du tout d'une maladie aussi grave. On avait d'autres questions. Est-ce qu'on a d'autres questions sur Facebook? Oui, bonjour. Je voulais savoir. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Madame Jiquel. Dit aujourd'hui ça va. Est-ce que ça veut dire que on peut arrêter un peu les traitements c'est une fois que ça va, quoi. Moi, je ne voudrais pas qu'il arrête. Non, là, il est stabilisé. En tout cas, pour le moment, il est stabilisé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une rechute. Moi, en tant que... je ne suis pas médecin, je ne sais pas, mais je me dis, s'il arrête, il va rechuter. Donc, voilà. Mais je ne surveille pas du tout son traitement. Je le laisse gérer sa maladie. Alors c'est compliqué, parce qu'il y a des... Alors, est-ce que c'est envisageable? La question est, est-ce que c'est envisageable de pouvoir un jour arrêter son traitement? Et donc, la question est... Tout le monde se la pose, tous les patients se la posent, et c'est un travail qu'on fait avec les patients. Il y a en plus des patients qui sont à cycle rapide, où c'est évident que très rapidement, quand ils arrêtent le traitement, on voit les cycles revenir plusieurs fois par an.
Il y a d'autres patients qui ont fait des gros épisodes, on va dire, tous les 10 ans. Et il y a des petits épisodes pas trop gênants. Alors, qu'est-ce que... Justement, en prenant un traitement, en disant, mais voilà, après, c'est le risque est toujours là et c'est à travailler avec le patient. Après, il y a aussi savoir bien se connaître, savoir reconnaître les symptômes départ, mais on en parlera peut-être après dans la seconde partie, qui est important. Si c'est une décision où il y a un suivi qui est poursuivi, voilà. Mais c'est sûr que le risque est toujours là. Voilà. Oui, vous avez dit tout à l'heure bipolarité dépressive et bipolarité maniaque. Mais pour moi, il y a les deux en même temps. C'est bien ce que vous voulez dire. Parce que moi, je suis en bas la plupart du temps. Là, depuis 10 jours, je suis passée en haut. Ce qui est difficile, en fait, pour moi, c'est bien de pouvoir, tous les matins, j'ouvre les yeux, je me dis, ah, ça tient, je revis. Mais pour mon entourage, pour mon mari, en fait, c'est aussi difficile. En fait, quand je suis en bas, il est très attentionné, à l'écoute, très gentil et tout ça. Et quand je suis en haut, ça lui fait peur parce qu'il a peur que je monte trop haut et que je redescende beaucoup trop bas. Et il me dit, ah, mais c'est pas ton regard, c'est pas Sabine, c'est pas toi. Et moi, ça m'énerve parce que je me dis, mais quand je suis en bas, c'est pas moi non plus. En fait, moi, ça serait l'équilibre du milieu et je suis jamais sur cette ligne-là, en fait. Oui, alors, pour reprendre sur le départ, sur les polarités dépressives ou polarités maniaques, c'est le plus de temps ou le nombre d'épisodes le plus important pour décrire au mieux le trouble bipolaire. Mais pour poser un diagnostic de trouble bipolaire, il y a forcément des moments en haut, hypomaniaque ou maniaque. Mais après, polarité dépressive, c'est qu'est-ce qui gêne le plus le patient et qu'est-ce qui lui prend plus le temps. Après, effectivement, il y a aussi des patients qui ont les deux types de symptômes à la fois, c'est qu'ils font que des épisodes mixtes. Ça, c'est encore un autre type difficile. Alors, certains patients, comme vous, ne retrouvent pas son équilibre, en fait, passent d'une phase à l'autre sans retrouver d'équilibre. Après, sur l'accompagnement, effectivement, des proches, c'est toujours la crainte d'une nouvelle hospitalisation. Et c'est sûr que c'est aussi un travail familial qui est important et un accompagnement familial avec des groupes pro-famille, notamment, qui se développent maintenant aussi pour le trouble bipolaire, parce qu'il est important aussi que la famille puisse être accompagnée, aidée, prévenir et ne soit pas toujours dans la crainte, en fait. Oui, bonjour, question d'Internet. Excusez-moi. Hélène qui demande quand peut-on dire que l'on est stabilisé ? Alors, Annie, est-ce que... Oui, se dire stabilisé, c'est lorsque l'on se rend compte qu'on a réussi à détecter quels étaient les moments où nous pouvons nous mettre en danger ou non. Et être stabilisé, ça veut dire qu'on a réussi à avoir une humeur suffisamment modérée au fil du temps, tout en n'ignorant absolument pas que cette pathologie, malheureusement, n'est pas encore une maladie qui se guérit. Nous l'espérons beaucoup. On verra si la recherche pourra faire quelque chose pour un avenir proche. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, nous vivons quand même toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais si on ne perd pas de vue ce qu'il ne faut bien épier comment nous vivons dans notre quotidien, être très, très vigilant et également tenir compte de la vie de nos proches parce qu'eux, ils ont un autre regard envers nous. Et c'est très important de pouvoir les écouter. Alors, je peux dire que je ne les écoute pas tout le temps, même loin de là, parce que je pense que quelquefois, ils peuvent exagérer. Mais néanmoins, je pense que ma conscience est suffisante pour me dire que peut-être qu'ils ont raison. Donc, la stabilisation, elle est là, vraiment là, mais elle peut être très fragile. Donc, il ne faut pas la perdre de vue du tout.
Alors, on va passer peut-être à la deuxième séquence. Alors, finalement, on l'a déjà un petit peu abordé, puisque cette deuxième séquence parle de la vie avec la maladie, des traitements. Les questions ont été beaucoup posées sur cette deuxième partie. Là, on est arrivé, on a posé le diagnostic. Est-ce que tout est terminé? Est-ce que tout va bien maintenant qu'on sait qu'on a un diagnostic bipolaire? Je crois, Annie, que tu voulais nous faire partager ton expérience, de dire que oui, c'est la première étape, mais c'est la première étape d'un long parcours. Alors effectivement, alors je reprends après ce que je viens de dire précédemment. Oui, bien sûr, c'est essentiel. Dès que l'on a le diagnostic, hein, vous avez entendu comme moi tout à l'heure ce que je disais, c'est que plus de 20 ans d'errance et un mauvais traitement, évidemment, ça a créé des dégâts hein, dans ma vie professionnelle, personnelle, familiale, etc. Alors quand on a le diagnostic, ouf, enfin, le vrai diagnostic, on est sauvé. Oui, partiellement. Et là, c'est le début d'une grande aventure. Alors je tiens à dire que cette pathologie est quand même très sérieuse et très grave, et que lorsqu'on a le diagnostic, nous sommes soulagés, mais néanmoins, c'est un diagnostic d'un trouble qui ne se guérit pas, qui se stabilise. Donc il faut le digérer, ce diagnostic, ce n'est pas simple. Et moi je pense que le mieux du mieux, c'est pouvoir apprivoiser le trouble bipolaire pour pouvoir bien vivre avec. Alors bien entendu, le parcours va être long. Il va falloir changer beaucoup de choses sur ce chemin, sur cette aventure, parce qu'il va falloir vivre avec des traitements, tout d'abord, hein, parce que c'est quand même la première intention. Il va falloir ensuite, peut-être, et même très, très, très souvent, changer d'axe professionnel quand on est dans une activité assez stressante. Moi, je sais que à ce moment, j'étais chef de publicité. Eh bien, ce boulot-là, il n'était pas pour moi. Hein. Il était trop stressant. Ça me demandait vraiment trop de... c'était une complication supplémentaire qui pouvait me faire chuter. Donc, il fallait changer. Pour changer de profession, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer de trouver un métier qui va être moins stressant, mais il faut bien gagner sa vie. Et gagner sa vie, il faut baisser les revenus, hein, parce que bien souvent, il faut s'adapter à autre chose. Ou alors, il faut faire une formation qui puisse nous permettre de... Faut-il encore avoir une idée vers quoi aller. Et il se trouve que j'ai eu de la chance, parce que j'ai toujours eu des idées comme ça qui me venaient, puis ça a tenu. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et voilà, j'ai changé plusieurs fois de métier, au moins 10 fois, dans le courant de ma vie jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas fini. Et donc, par ailleurs, ce qui est très, très important, c'est de bien préserver notre hygiène de vie, et particulièrement le sommeil. Alors, allez-vous me dire, est-ce que vous préservez bien votre sommeil? Non. J'essaye de le préserver le mieux possible. Mais bien entendu, comme des journées comme aujourd'hui, j'ai très peu dormi. Donc, il va falloir que je récupère, parce que mon temps de sommeil a été vraiment plus que court. Pourtant, j'avais tout fait pour qu'il soit préservé, mais il ne l'a pas été. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que demain, ou plutôt ce soir, dans cette nuit qui vient, je vais récupérer mon temps de sommeil. Et il peut arriver d'avoir 2-3 jours où on n'a pas eu notre temps de sommeil. Eh bien, il faut qu'ensuite, on puisse récupérer pour ne pas se mettre en danger. Parce qu'autrement, impitoyablement, même stabilisé, on sent que notre humeur descend et on peut se mettre en danger. Donc, il faut vraiment préserver. Quand je vais peut-être réattaquer juste sur les traitements. Les traitements, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les premières intentions, alors au bout de 20 ans, 3 ans de lithium, et puis au bout de 3 ans, ah ben non, ça ne va pas, ma petite dame, il va falloir changer. Donc, on change de traitement. Et quand même, c'est un peu dur au bout de 3 ans. Et je dois dire que pour tout le monde, prendre un traitement lourd qui demande vraiment de la prudence aussi, hein, ça peut nous conduire à l'abandon de ce traitement et à se dire mais ces médecins, ils se foutent de moi, quoi, hein. Ils me donnent un traitement, tout devrait mieux aller, mais finalement, rien ne va mieux. Parfois, à cause du traitement, on peut prendre du poids, on peut perdre ses cheveux. Je veux dire que 3 ans, c'est long dans une configuration telle que celle-là, surtout quand on n'a pas la satisfaction d'aller mieux. Alors évidemment, après, je vous rassure, j'ai eu un autre traitement, j'ai suivi des thérapies
et je vais mieux. Donc c'est toujours sur le rétablissement. Donc ce que je peux dire, nous, dans notre famille, ce qui s'est passé, c'est que après des épisodes où je reconnaissais plus du tout mon mari, il avait complètement changé, c'était quelqu'un d'autre, c'était un étranger. Il était devenu très très agressif. Bon, alors il a pris donc son traitement après beaucoup de travail de ma part, et puis au bout d'un moment, il s'est stabilisé. Et quand je dis stabilisé, pour moi, ça veut dire qu'à partir du moment, pour moi, c'est quand il a commencé à ne plus chercher l'état maniaque. Parce qu'en fait, il était bien en état maniaque. Il était très, très bien. Il se sentait le roi du monde, comme on dit. Mais il faisait énormément de travaux dans la maison. Enfin bref, bon, maintenant, il est à la retraite. Donc, du coup, il a plus de temps. Et à partir du moment où il a fait le deuil de son travail, parce que son travail, c'était sa passion, et c'est là aussi où il vivait son exaltation. Donc c'est vrai que moi, j'ai remarqué qu'à partir du moment où il a fait ce deuil, sans faire de thérapie, parce que bon, c'est quelqu'un d'assez orgueilleux, donc d'accepter d'être malade, c'était pas trop son truc. Mais en même temps, il l'accepte, il n'en parle pas. On sait, on vit maintenant en bonne harmonie, je vais dire. Et puis, je sais que j'avais aussi voulu me séparer, divorcer, lui aussi. Donc, on était un peu... ça a été quand même très, très difficile. Il faut dire aussi que les effets secondaires des médicaments sont très importants. Alors, moi, je fais des permanences téléphoniques. J'entends beaucoup de choses par rapport aux effets secondaires. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est je ne veux pas grossir, donc j'arrête. Et pour les hommes, c'est aussi la libido, donc j'arrête. Donc ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas si un jour, on pourra régler complètement tous ces problèmes-là. Et puis après, voilà. Donc, je voulais divorcer. Lui ne voulait pas. Et du coup, aujourd'hui... Alors moi, j'aime bien ma petite phrase. C'est que je ne me suis pas séparée de mon mari, mais je me suis séparée de la maladie. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans quelque chose d'enfermé, et je ne le considère pas comme malade. Et on parle de tout. On n'est pas rentré, comme je dirais, en religion par rapport à la maladie. Voilà. Professeur Dubertret, si on comprend bien les témoignages qui nous ont été donnés, tout est une affaire d'équilibre. L'équilibre du traitement pour un meilleur équilibre familial, un meilleur équilibre professionnel. Et donc, ce qu'on comprend bien aussi, c'est un équilibre personnalisé, c'est-à-dire que chacun a une maladie différente et doit avoir un traitement différent. Tout est une affaire de dosage. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc, une fois le diagnostic posé, il y a un traitement qui est mis en place. On espère que ce soit le bon. Des fois, ça prend du temps et ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient parce que c'est dommage d'arrêter aussi un traitement trop tôt alors qu'on ne sait pas forcément l'efficacité. Et pour trouver le traitement au mieux, on espère le plus rapidement possible, mais ça peut prendre plusieurs années, il faut être patient. Après, c'est comment on fait pour vivre avec ce diagnostic. Et ce diagnostic, il est très personnel. Chaque trouble bipolaire est individuel. Et chaque patient connaît mieux son trouble que le médecin, parce que les manifestations sont propres à chacun. Et ça, c'est vous qui le connaissez, l'entourage. Et ça, c'est très important à voir. Après, quand on met en place un traitement, le fait de retrouver un état, une humeur stable, on perd aussi, effectivement, les périodes d'hypomanie. Je suis le roi du monde, je fais plein de choses qui n'étaient pas du tout gênantes, qui étaient très constructives, qui permettaient d'avoir des meilleures relations sociales, d'avancer, de faire des projets, sans que c'est des conséquences, finalement. Et ça aussi, avec les traitements, ça disparaît, malheureusement. Et souvent, les patients se plaignent d'une humeur stable, mais un peu morne. Enfin, une humeur un peu... tout est amoindri, il n'y a plus d'émotions. Et ça peut être une vraie souffrance aussi pour les patients. Parce qu'avant le début des troubles aussi, souvent les patients bipolaires, avant que commencent les troubles, ont beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que les émotions sont amplifiées avec une réaction émotionnelle qui est plus forte, mais ça depuis l'adolescence souvent, par rapport aux autres personnes. Et c'est vrai que les traitements peuvent faire disparaître ça, et ça c'est un deuil, un peu. C'est un deuil. Alors on évite
les épisodes de grande mélancolie et de grands épisodes maniaques, mais on perd aussi cette réaction émotionnelle forte et satisfaisante, et on perd les épisodes hypomaniaques. Donc ça, c'est aussi un problème et une souffrance pour les patients. Donc ça, c'est un point. Après, donc en dehors de cet émoussement qui est mal supporté, pour mieux stabiliser, c'est comment reconnaître les symptômes qu'on appelle les symptômes départ, qui sont différents pour chacun. C'est comment commence le trouble. Comment commence le trouble des épisodes hypomaniaques avec l'inquiétude des proches que ça devienne maniaque, ou comment commencent les dépressions. Et ça, c'est individuel. Et connaître son trouble et sa maladie, ça, c'est nécessaire parce que vous êtes les seuls à pouvoir repérer ces petits indices. En consultation, on ne voit rien, ou c'est difficile, on recherche, mais c'est à chaque patient à savoir comment il est et comment il réagit avec son trouble. Il y a ces symptômes de départ qui sont importants. Après, connaître ces symptômes de départ. Et après, il y a aussi changer de mode de vie. C'est-à-dire que quand on est adolescent ou jeune adulte, faire la fête, se coucher à 3 heures du matin, le lendemain, forcément, il y a des conséquences sur l'humeur. Soit on est exalté et ça retombe, soit on est au fond du lit et ça revient. Mais c'est des vrais changements. Donc, il y a les fêtes, il y a avoir des enfants. Comment on fait? Alors là aussi, la famille est très importante parce que les femmes qui viennent d'avoir un bébé, leur sommeil doit être respecté. Donc nous, on a à l'Humourier une prise en charge des femmes enceintes et des pathologies, où on a beaucoup de patients bipolaires. Et c'est vrai que les maris doivent contribuer à donner les biberons la nuit. Il n'y a que, parce qu'il faut dormir, c'est tout. Il y a les décalages horaires aussi qui peuvent être gênants. On ne peut plus voyager comme on veut. Ça, on est très sensible à ça. Et commencer un épisode à l'étranger, loin de tout système de soins connu, c'est compliqué. Et enfin, il y a le travail. Les personnes qui travaillent la nuit, c'est plus possible. Ou bien on reste que la nuit. Mais enfin, on ne peut plus avoir de décalage. Donc il y a aussi tout un travail à faire avec la médecine du travail pour imposer aussi, imposer. C'est-à-dire que sans avoir forcément une reconnaissance de handicap MDPH, on peut aussi, il y a cette reconnaissance-là, mais on peut aussi écrire que le patient doit avoir des horaires fixes, ne pas être exposé, par exemple, j'ai une patiente qui travaille à la poste, ne pas être exposé directement au client, parce que c'est facteurs il y a le stress, le sommeil, il y a tout ça qui peut être aussi contrôlé pour diminuer les facteurs qui risquent de déstabiliser les patients. Donc il y a beaucoup, donc il y a les rythmes circadiens, effectivement, il y a après les rythmes de vie, les rythmes alimentaires, tout ça c'est une stabilité et rentrer dans un contrôle un peu, être moins spontané dans son rythme de vie, mais qui est nécessaire. Alors, bien sûr aussi, il y a une approche psychothérapeutique en dehors du traitement qui est importante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend un traitement, c'est souvent pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a des approches qui permettent aussi de mieux gérer et de mieux mettre à distance les effets stressants. C'est la gestion du stress, gestion des émotions. On a aussi la méditation en pleine conscience qui peut aider, par exemple. On a aussi des traitements, la psychoéducation pour les proches et pour les patients, mais il faut associer la famille souvent. Et puis, ça, c'est des approches qui sont nécessaires, effectivement, sur des approches TCC. L'estime de soi, parce que souvent, elle est très diminuée après tous ces épisodes. Donc, ça aussi, on peut faire des thérapies en groupe ou individuelles pour retrouver toutes ces choses. Et donc, il y a effectivement les traitements, mais beaucoup par des psychothérapies de groupe ou individuelles. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions. Nous avons des questions dans la salle. Oui, bonjour. Moi, je voudrais parler un peu... j'avais une question tout à l'heure sur le retard de diagnostic. Et ma femme a été diagnostiquée il y a 1 an, elle a 57 aujourd'hui, avec des épisodes qui ont commencé à l'âge de 16 ans. Et donc avec des épisodes mixtes, comme vous dites, où dans la journée, elle est capable de monter et de redescendre en quelques heures. Donc elle a été suivie par des psychologues et des psychiatres pendant tout ce temps-là. On a soigné ses dépressions, mais bon, pas très bien. Et aujourd'hui, donc, elle est diagnostiquée bipolaire.
Et donc, bon, elle suit les cours, enfin des TCC à Sainte-Anne. Et là, ça se passe vraiment très bien. Donc, le retard du diagnostic, moi, je pense aussi, parce que bon, être suivi par des psychiatres, des psychologues pendant tout ce temps-là et pas être diagnostiqué qu'on est bipolaire, on peut se demander que font les psychiatres et que font les psychologues. Hein. Et moi, je pense que ce qui manque, c'est travailler avec les proches là-dessus, parce que les malades, en fait, les bipolaires, ils disent ce qu'ils veulent bien dire. Ils parlent de leur dépression, mais jamais de leur accès hypomaniaque. Et il n'y a que les proches, à mon avis, qui sont capables de détecter et d'aller dans ce sens-là. Donc, est-ce que le système de soins, ma question est la suivante, est-ce que le système de soins pourra envisager un jour de travailler avec les proches? Parce qu'avant ça, c'est assez fermé. Hein. Même à Sainte-Anne, on ne travaille pas avec les proches non plus. Effectivement, en tout cas, c'est primordial de travailler avec les proches parce que les patients vont effectivement vers les soins difficilement et quand ils y vont, c'est pour des phases dépressives et on ne connaît rien de ce qui peut être à côté. D'autre part, le cas que vous décrivez où l'irritabilité est plus au premier plan, il y a aussi tout un problème de diagnostic avec les troubles de la personnalité, dans les fonctionnements un peu limites comme ça, qui peut aussi tromper le diagnostic. Et c'est sûr que les fluctuations d'humeur qui peuvent être franches peuvent être considérées comme les symptômes considérés peuvent être considérés comme un fonctionnement finalement de la personne, avec une irritabilité, des difficultés relationnelles et des fluctuations d'humeur plus de type dépressive. Mais effectivement, l'avis des proches est très important. Alors, il y a parfois et probablement souvent les médecins qui mettent peut-être les proches un peu à l'écart. Il y a les patients aussi qui, des fois, ne veulent pas du tout impliquer leurs proches et que les proches viennent. Alors, c'est effectivement un travail qui est très important, qui semble majeur. En tout cas, dans les centres experts, on remet les proches sont présents et on fait une restitution des résultats aux patients et à tous les proches qui veulent être présents de façon systématique pour effectivement reconnaître mieux les symptômes, dire que c'est un symptôme, l'irritabilité et pas un trouble de la personnalité, d'expliquer le ralentissement, d'expliquer les troubles cognitifs des fois qui peuvent être observés, qui peuvent être liés aux troubles bipolaires. Donc tout ça, c'est expliqué parce que c'est aussi important pour les proches de savoir reconnaître et de comprendre ce qui se passe. Je vais très vite, monsieur, bien sûr, je reconnais en votre épouse ce que j'ai traversé, mais j'ai eu de la chance puisque j'ai gagné quelques années par rapport à ce qu'elle n'a pas pu gagner. Je voulais dire que également l'importance des associations, notamment Argos 2001, c'est il y a 17 ans. Et ça a beaucoup d'importance pour justement ce rapprochement pour la compréhension tant des proches que des patients. Nous organisons des conférences, nous organisons des groupes de parole et particulièrement des groupes de parole mixtes où patients et proches sont ensemble et où on peut en effet miroir reconnaître le proche qui n'est pas le nôtre ou le patient qui n'est pas le nôtre. Et c'est extraordinaire pour la compréhension et pour une bonne, je dirais, je ne trouve plus le terme, enfin, connaissance du trouble. Bien sûr, les proches, depuis 2001, sont beaucoup, beaucoup plus impliqués. Et bien sûr que j'incite à ce que les professionnels reçoivent les proches, puisque dans le cas de votre épouse comme de moi-même, si on avait écouté les proches, j'aurais gagné 20 ans. Moi, je voudrais juste dire mon expérience. C'est vrai que moi, j'ai galéré avec les psychiatres parce que, alors j'ai compris après, c'est que comme mon mari était dans un déni total et qu'il ne voulait pas le perdre d'une certaine manière, moi, ils m'ont écartée parce que mon mari ne voulait pas que je m'implique dans sa maladie. Donc, ils ont privilégié mon mari pour qu'il puisse revenir. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que c'est vrai que j'avais l'impression de me mêler de ce qui ne me regardait pas. Donc, quand j'étais reçue, on me recevait gentiment, mais très vite. Et après, j'ai compris. Enfin, oui, je pense que d'une certaine manière, ils ont voulu qu'il abandonne pas le soin, quoi. S'il vous plaît, je voulais juste... là, j'ai été suivie pendant 2 ans par
un psychiatre en psychothérapie avant qu'il pose le diagnostic. Quand il a posé le diagnostic, je lui ai demandé à voir mon mari. Il a refusé catégoriquement. Alors que bon, c'était mon mari voulait des informations seulement. Et là, mon psychiatre a dit non, 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 non. Donc jusque-là, il a, à part tout ce qu'on a pu lire et regarder sur YouTube, sur les journées, etc., qu'on s'est informé par nous-mêmes, qu'on a compris et qu'on avance. Et à Argos, par contre, je vous avais contacté, mais tant que mon diagnostic n'était pas officiel, médical, donc moi je sentais qu'il y avait... mais je n'avais pas eu le diagnostic, ce n'était pas possible, je pense. C'est ce que j'avais compris à Argos. Alors, de rentrer dans l'association. Moi, j'avais eu cette réponse-là. Excusez-moi, madame. Ou alors, je n'avais pas bien compris. Oui, si, bien sûr qu'il est tout à fait possible de venir à l'association. On a même des gens qui ne sont même pas bipolaires qui viennent chez nous, c'est pour vous dire. Ah bon, hein. Alors, je vous engage à venir, bien entendu. J'engage toutes les personnes qui peuvent nous écouter de venir à Argos. Ils seront de toute façon écoutés et on pourra les guider et peut-être les guider justement vers les centres experts qui leur donneront un diagnostic, une confirmation ou qui diront non, vous n'êtes pas bipolaire, mais autre chose, un autre diagnostic ou une autre information positive. Je reprends la main pour les questions des internautes. Maude dit « On me soigne pour ma bipolarité, mais mes troubles alimentaires passent à l'as. » Oui, c'est une comorbidité qui existe, qu'on peut observer effectivement. C'est des prises en charge qui doivent être conjointes, mais le trouble du comportement alimentaire, c'est une prise en charge encore plus complexe qui implique et le médecin généraliste, et le diététicien, et le suivi psychothérapique, et le psychiatre bien sûr. Mais ça passe à là. C'est-à-dire qu'il faudrait une prise en charge plus intense, plus développée. Il n'y a pas de raison que ça passe à là. Il faut juste développer la prise en charge du trouble bipolaire et du trouble du comportement alimentaire. Je voulais parler des effets secondaires du lithium. Parce qu'au bout d'une vingtaine d'années, ça mène souvent à l'insuffisance rénale. Donc, que faire dans ces cas-là? Comment l'éviter? Voilà, c'est ça ma question. Et puis après, les antipsychotiques, ça mène souvent des problèmes hépatiques. Donc, c'est pareil, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait quand on ne supporte plus aucun traitement? Alors, sur les traitements thymorégulateurs, aident beaucoup à stabiliser le trouble, on espère au mieux, mais ont chacun des effets secondaires différents qui peuvent être effectivement très gênants, avec une surveillance. Donc, pour notamment le lithium, c'est une surveillance annuelle de la thyroïde, du rein, du cœur et des parathyroïdes. Et effectivement, on regarde l'évolution de cette insuffisance rénale qui s'installe progressivement. Si on doit changer de traitement thymorégulateur, on le fait. Mais ça nécessite effectivement une attention proche et travailler conjointement avec les néphrologues. Question d'un internaute, Gilles, qui demande quel lien entre alcool et bipolarité. Alors, c'est une comorbidité extrêmement fréquente. Effectivement, les sujets souffrant de troubles bipolaires ont souvent des conduites addictives associées qui peuvent soit survenir dans la période de retard diagnostique, soit après. Ça peut masquer le trouble bipolaire souvent. Dans le service, on a une unité d'addictologie en psychiatrie et on fait souvent des diagnostics de troubles bipolaires chez des patients qui venaient uniquement pour un sevrage. Donc c'est extrêmement fréquent, mais en reprenant un peu l'historique, la symptomatologie dépressive, on installe à la fin un traitement thymorégulateur en plus d'un suivi en addictologie. Donc effectivement, cette comorbidité est fréquente et à ne pas négliger, et une double prise en charge est nécessaire. Dernière question d'Internet peut-être. Eugénie, et après. Eugénie qui dit « Mon mari est beaucoup mieux depuis son traitement, mais il continue à avoir des angoisses à des moments précis ou lors d'événements précis.
est-ce le signe qu'il faudrait augmenter son traitement ? On peut effectivement ajuster. Il faut d'abord ajuster au mieux le traitement, de voir est-ce qu'une augmentation apporte quelque chose. Après, il y a sur les symptômes anxieux aussi les prises en charge psychothérapiques qui peuvent aider à mieux contrôler ça, à moins s'exposer à des facteurs de stress. Et quand le stress est là, à mieux gérer et mieux mettre à distance ces angoisses. Donc, c'est une action à la fois sur les traitements, attention aux benzodiazépines et aux abus aussi qui peuvent être fréquents, donc plus sur le traitement thymorégulateur, et l'approche psychothérapie complémentaire. Oui, ma fille a été diagnostiquée maniaco-dépressive quand elle avait 18 ans. Elle en a 50 maintenant. Et depuis, le médecin généraliste lui avait prescrit du lithium. Et depuis, elle est sous antidépresseurs. Elle en a pris des camions d'antidépresseurs. Et depuis 1 an ou 2, elle est en phase maniaco. À 50 ans, elle roule avec une voiture, la musique hurle, elle va refaire le monde. Elle a rompu avec son compagnon, elle a rompu avec son père, c'est-à-dire moi, avec son fils. Et je me demande s'il va rester dans la phase maniaque jusqu'à la fin de sa vie, et de la mienne, surtout de la mienne. Je sais pas. Alors les tonnes d'antidépresseurs, je crois que le traitement était erroné. Alors, les traitements antidépresseurs sont habituellement pas du tout recommandés dans le trouble bipolaire. C'est un traitement qui peut faire accélérer les phases, accélérer les cycles. Cependant, certains patients en ont quand même besoin, et si c'est le cas, ce sera toujours sous couvert de traitements thymorégulateurs, 1 ou 2 traitements thymorégulateurs. Ça dépend des patients. Maintenant, si un patient est en phase maniaque avec antidépresseurs, là, c'est effectivement un problème, et c'est plutôt une indication d'arrêter les traitements antidépresseurs et de poursuivre les traitements thymorégulateurs. Les nouvelles que j'ai eues, elle aurait arrêté tout traitement. Mais elle est toujours speed. Donc là, c'est reprise d'un traitement thymoregulateur plutôt alors. Une dernière question sur Internet. Donnez-nous ne serait-ce qu'un antidépresseur. Alors, de Denis, pardon. Donnez-nous ne serait-ce qu'un antidépresseur anxiolytique, somnifère, thymorégulateur, sans effet secondaire, voire contradictoire. On termine sur une question un petit peu de rupture. C'est le traitement magique qui n'existe pas à ce jour. Bon, voilà, il y a des traitements qui marchent très bien sur les symptômes anxieux, dépressifs, qui ne contrôlent pas du tout ou très mal les phases maniaques. Il y en a d'autres qui contrôlent bien les phases maniaques, mais un pour tout, c'est compliqué. L'idée est de trouver un traitement thymorégulateur qui stabilise, parce qu'apparemment, si on a tous ces symptômes-là, c'est qu'on est mal régulé par le traitement actuel qu'on prend. Et puis je rajouterais que ce qui est très très important pour un bon suivi, un bon soin pour le trouble bipolaire, c'est de pouvoir bénéficier de thérapie. Et je passe un message en même temps en disant que les thérapies, il faudrait qu'elles soient bien remboursées de manière à ce que les personnes qui ont l'allocation adulte handicapé, même si elles passent à 880 € prochainement, ça ne suffira pas pour se payer un thérapeute à 130 € la séance. Alors, ça y est, notre session est terminée. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. La prochaine est à 11h sur le travail. On a commencé à l'aborder. Voilà. Donc, merci beaucoup et continuez à nous suivre en Facebook Live. Merci à tous.